Merci beaucoup, Madame Turmel. Alors, ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin. Alors, désolé pour le contretemps le report. C'est à cause de la grève qui a eu lieu, puis on n'avait pas le droit, en fait, d'être au travail. Alors, désolé du contretemps. Alors, ce matin, on va faire une synthèse un peu des dernières années en mettant l'accent sur les méthodes de lutte pour restaurer ces sols-là et les conserver. Alors, la présentation va se dérouler de la façon suivante. On va parler d'abord des facteurs eux-mêmes et des conséquences agronomiques que ça a, mais on va parler de solutions. On va donc avoir un portrait d'ensemble avec différentes solutions qui ont été investiguées, voir quelles sont les conséquences financières de l'absence d'action. Alors, dans la dernière partie, on va vraiment parler d'un plan d'action lui-même qui, évidemment, engendre des coûts importants. Alors, on verra comment on peut réduire les coûts pour finir sur les recommandations, en fait, de, de restructuration et de conservation de ces sols. Alors, évidemment, ces travaux-là originent du fait que quand on s'est mis à travailler sur les sols organiques, sur l'irrigation, vers la fin, on a commencé dans les années 2007, mais vers la fin, dans les années 2013, 2014, 2015, on s'est aperçu que par rapport aux inventaires qui avaient été menés dans les années 90 par l'équipe de Pierre Buteau et puis Léon Parent, et qui établissaient la hauteur initiale des sols à environ 1,8 mètres dans la région, ben, on était rendu à peu près à 1 mètre, 1 mètre 20 de sol restant, ce qui faisait en sorte que si au rythme où on observait la dégradation, ben, si elle se continuait comme ça voulait dire peut-être entre 35 à 65 ans d'espérance de vie. Alors, on avait à ce moment-là invité les producteurs à participer à un projet de recherche qui viserait, par différentes stratégies, à assurer la conservation de ces sols-là parce qu'ils se situent dans une zone de production qui bénéficie d'un microclimat et où est-ce qu'il y a une infrastructure aussi très active de production et de commercialisation des denrées qui serait difficile à remplacer si ces terres-là étaient abandonnées. Euh, et puis, les producteurs dans la région ont été réunis puis invités à participer, dans ce cas-là, à la chaire de conservation dont je vous présente les résultats aujourd'hui. Alors, outre le fait qu'on a quantifié au cours des dernières années l'importance et les mécanismes actifs dans la dégradation, ben on a pu aussi observer que quand ces sols-là vont être mis en culture, ils vont se décomposer. Bien, les matières organiques qui sont fines à la surface, qui vont être rendues fines, en fait, par le travail régulier du sol, l'apport d'oxygène, par le drainage, mais aussi par le travail répété du sol, bien, il va y avoir une migration de ces fines-là jusqu'à une accumulation à l'interface avec les couches plus fibrées situées en dessous. Et puis, ça va mener à un horizon qui est très compact, qu'on va appeler l'horizon de Mourche. Et puis, ça va être très important parce que d'un point de vue drainage, d'un point de vue également remontée capillaire, ben, cette couche-là compacte va avoir une quantité hydraulique très limitante, ce qui va faire en sorte que les anciens systèmes de contrôle de nappe qui avaient été mis en place il y a peut-être une vingtaine, trentaine d'années, ben, avaient perdu beaucoup de leur efficacité parce que la remontée capillaire qui amène le passage de l'eau de l'horizon inférieur jusqu'à la surface ben, est réduite. Ça réduit évidemment l'enfoncement racinaire. Ça maintient une nappe perchée avec une couche à ce moment-là, très près de la surface, une couche d'eau, qui va faire en sorte que les quantités d'oxygène vont être très limitées à cet endroit-là, puis ça va amener une horizontalisation des racines, ce qui est largement non souhaité parce que ça a des conséquences particulièrement importantes là, pour des cultures comme la carotte, par exemple. Alors, dans la séquence d'évolution des sols organiques, bien évidemment, si on s'imagine que dans les années 50, lorsqu'ils ont été mis en culture, bien, en surface, vous aviez quelque chose qui était très jeune, une matière organique fraîchement déposée, une matière organique intermédiaire dans la zone sous la couche de surface jusqu'à la couche de fond, en fait, qui est beaucoup plus humique. Et puis, l'évolution graduelle d'un sol organique va faire en sorte qu'il perd de la hauteur parce qu'en le drainant, on augmente ce qu'on appelle la contrainte effective. Le sol a tendance à s'écrouler à ce moment-là sous son propre poids, d'autant plus qu'étant fibré, il offre très peu de résistance mécanique.
Et alors, il va perdre la hauteur, donc un potentiel de drainage qui est lié à cette perte de hauteur-là. Et deuxièmement, la formation de la couche de mouche ici va faire en sorte qu'il faut se drainer de moins en moins. Alors, la couche va épaissir en fonction du temps, le sol perd de la hauteur à cause de différents mécanismes qu'on verra plus tard. Et en fin de vie, en fait, l'essentiel des sols organiques est constitué d'une couche relativement mince, très humifiée et relativement peu aérée. Euh, alors, avec la mise en culture, évidemment, au départ, on va partir de sols qui sont plus jeunes, qu'on appelle de type 1. Ça, c'est notre propre nomenclature là, qu'on a adoptée à l'intérieur de la chaire, là. Où est-ce que le type 1 correspond à un sol jeune, très poreux, 90 de porosité totale ou 0,89 si on l'exprime en fraction, là. Alors, 90 de porosité totale, très analogue aux tourbières, par exemple, qu'on retrouvera dans le Bas-Saint-Laurent. Et puis, avec la mise en culture, l'oxygénation, le sol va se densifier, va donc perdre la porosité totale pour approcher des valeurs autour de 80. Et autour de 80, en général, c'est là qu'on va voir des chutes importantes de productivité parce qu'avec la, la densification du sol, on va observer une chute de la porosité d'air. Alors, au départ, ces sols-là partent avec des porosités d'air lorsque, évidemment, ils ont été drainés et mis en culture, autour de 25 c'est entre 0,22 et 0,27, ce qui les rend très aérés. Ils vont tomber vers une valeur de 12 après plusieurs années de culture. Alors, autour de 10 15 on sait que c'est dans les plages où on commence à avoir des problèmes d'oxygénation pour, en fin de vie, approcher une valeur inférieure à 10 en surface. Et inférieure à 10 là, tous les experts en physique des sols vont vous dire qu'on a des sérieux problèmes d'aération là-dedans. Alors, ils sont carrément à ce moment-là trop évolués là, pour avoir une bonne productivité. Et puis, avec une densification du sol, une perte d'aération, on observe aussi une perte de capacité de drainage qu'on peut mesurer par la conduite hydraulique saturée, relativement élevée en surface, mais beaucoup plus faible en profondeur et qui va chuter de plusieurs unités là, au fur et à mesure que le sol vieillit. Alors, on va pouvoir observer, quand on va caractériser l'évolution comme ça, on va aussi mesurer la courbe de rétention, qui est cette relation-là typique que vous avez entre la teneur en eau volumique et la force de succion que vous exercez, exprimée en centimètres, pour soutirer l'eau de l'échantillon. Alors évidemment, quand il y a zéro succion d'observer et d'exercer, et puis que le sol est dans un cylindre, par exemple, dont le drainage sous-jacent est restreint, à ce moment-là, on va avoir une teneur en eau volumique qui correspond à la porosité totale, et donc se situe autour de 90, là, si la flèche peut apparaître, et puis qui va chuter graduellement quand le sol est de plus en plus évolué. Et puis avec cette courbe-là, c'est là qu'on va aller déterminer notre porosité de drainage, notre porosité d'air, à une capacité au champ qu'on établit autour de 50 centimètres habituellement. Le sol va se drainer encore jusqu'à environ 80 centimètres de succion si les drains sont à 80 centimètres, mais en même temps, il va tomber en ce qu'on appelle drainage résiduel. Là, le taux de drainage le taux de rabattement va grandement être réduit. Et puis à ce moment-là, la porosité d'air va plus être caractéristique de ce qu'on observe autour de 50 centimètres de succion. Puis on va calculer l'eau disponible à la plante d'après le reste de la courbe de désorption. Et puis ce qu'on va observer, c'est quand on le cultive, au début, quand le sol est vierge, c'est la courbe en noir que vous voyez ici, donc un sol très poreux. C'est très analogue au substrat que vous utilisez pour la production horticole. Et puis, au fur et à mesure, la courbe va s'écraser suite à la mise en culture. Et puis, la proportion d'eau disponible entre le 50 centimètres et environ le 150 centimètres de succion qui est disponible pour la plante pour bien croître sans stress hydrique, va elle aussi être réduite par la mise en culture. La courbe va être un petit peu plus plate ici, puis il va rester moins d'eau disponible. Donc, il y a une perte des propriétés hautement productives de ces sols-là avec leur évolution, puis l'âge de la mise en culture. À cause de l'érosion, évidemment, à cause de la décomposition, à cause de l'affaissement sous son propre poids, ces sols-là vont perdre la hauteur. Alors, dans l'ensemble du bassin des Terres Noires, la région de Napierville, Sherrington, Saint-Rémy, qui est représentée ici, l'inventaire, les travaux de Raphaël Deragon ont permis de déterminer que il y avait environ, pour l'ensemble du bassin versant, 16 des sols qui avaient moins de 60 centimètres. Et puis, on a pu déterminer, grâce aux travaux, que quand les sols avaient moins de 60 centimètres, en général, c'est là que la densification est
s'accélère, puis est à un point tel que la porosité d'air va chuter en bas de 10. Et là, il y a, des fois, on peut arriver à faire une bonne production si les pluies sont bien réparties. Par contre, la plupart du temps, là, ces sols-là sont extrêmement sensibles à des excès d'eau ou à des excès de sécheresse parce que la profondeur d'enracinement est restreinte par la couche imperméable sous-jacente. Alors, essentiellement, ce 16%-là est localisé à certains endroits, principalement dans les bordures des anciennes tourbières ou le long de rivières ou de ruisseaux. Vous allez avoir une proportion d'environ 24 qui va avoir de 60 à 100 centimètres. Et puis, où est-ce que une couche compacte qui restreint le drainage est en train de se développer graduellement. Et puis, un 60 restant, tout représenté par le vert, qui est au-dessus de 100 centimètres. En fait, 120 centimètres en moyenne dans l'inventaire qu'on a fait. Alors, essentiellement, il y a encore une bonne hauteur là pour un bon potentiel de drainage, pas trop de couches compactes, ce qui va permettre une bonne production pour une partie des entreprises qui sont en région. Alors, si on regarde, on a, afin de visualiser quel est l'impact qu'a la dégradation et quel aura l'impact de méthodes de lutte mises en place, ben, on s'est servi d'un modèle de simulation basé sur les expériences acquises. Et puis là, dans ce cas-là, pour faire des comparatifs, ben, on a utilisé un portrait qui, en fait, qui ne correspond à aucune entreprise vraiment, là, mais qui est plus que de, pour lequel euh, on aurait une entreprise qui aurait 150 hectares en laitue uniquement, donc pas de rotation, ce qui est carrément irréaliste, mais ce qui permet de faire un comparatif avec les années. Sinon, ça deviendrait assez complexe de faire ça. Et puis, on lui a attribué les surfaces représentatives de l'ensemble de la région. Alors, c'est ce qu'on va appeler la ferme type, juste pour illustrer l'impact des pratiques de conservation dans ce cas. Et puis, on a quantifié les différents mécanismes grâce aux travaux des différents étudiants, parce qu'on a environ 25 personnes années qui travaillent dans cette chaire-là. On a identifié les mécanismes de dégradation qui affectaient ces sols-là, basés sur des inventaires des dernières années. Puis, alors, sur 25 ans, ces sols-là vont perdre en moyenne 40 centimètres de hauteur. Et puis, grâce aux différents travaux, on a pu évaluer qu'environ 15 centimètres vont être perdus par érosion éolienne. 15 centimètres vont être perdus par décomposition. Donc, ça veut dire que si on luttait contre l'érosion éolienne, la décomposition, évidemment, est très difficile à stopper. Alors, il faudra les amender. Alors, on parlera de cette méthode-là plus tard. L'érosion hydrique qui peut être spectaculaire dans les bordures de cours d'eau ou dans les bas de champs est très restreinte. On a eu une évaluation là-dedans, une thèse qui a porté là-dessus, et puis on l'évalue à moins de 0,25 cm. Et puis le compactage dû au passage de l'équipement agricole, mais le tassement aussi dû à l'augmentation de contraintes effectives associées au drainage, bien, se situe autour de 10 cm. Alors évidemment, il faudra, ça veut dire qu'en termes de méthode de lutte, il faudra s'attaquer à ces différentes causes-là. Alors, maintenant, quelles sont les conséquences agronomiques de la dégradation des sols organiques? Bien évidemment, c'est la perte de valeur foncière. Les sols qui sont rendus très minces ont le tiers de la valeur d'une terre d'origine. La valeur actuelle dans la région, c'est à peu près 66 000 l'hectare de terre. Alors, c'est des terres à très haute valeur. Puis même maintenant, on me dit que je suis du côté faible des valeurs transigées. En ayant des sols plus compacts, ça veut dire des pertes d'aération, comme on l'a illustré, diminution de la respiration, perte d'azote par dénitrification. Ils en ont beaucoup, mais les microbes, pour respirer, vont utiliser une partie de cet azote-là. Une érosion accrue, un drainage plus lent, moins bonne interception de l'eau. Alors, les cultures vont être plus sensibles aux extrêmes climatiques qui sont de plus en plus fréquents, comme on les a mesurés dans cette zone-là. Et il y a une perte de croissance végétale associée. Le fait d'avoir des sols plus minces, dans ce cas-là, va amener une perte de capacité de drainage, le potentiel de drainage, donc la différence de charge qui existe entre la surface et le drain, diminue avec la perte de hauteur. Il y a une perte d'aération conséquente à la perte de drainage. Et puis, il y a un risque d'écrasement, d'arrachage des drains au fur et à mesure que le sol s'amincit et une densification du profil avec les conséquences sur la courbe de rétention qu'on a vues. Alors maintenant, quelles sont les solutions qui ont été étudiées, juste pour faire une synthèse rapide, avec des coûts associés à ces pratiques-là, parce que ça va être utilisé dans le modèle prévisionnel, ici qu'on va voir tout à l'heure. Alors, il y a des engrais verts. Alors, par ordre, là, on est allé par ordre de ce qui coûte le moins cher et qui est le plus facile à faire.
Alors, c'est donc des modèles incrémentaux qu'on vous présente ici. Alors, c'est essentiellement des engrais verts avec un coût moyen de 200 hectare. Et c'est basé évidemment sur les évaluations de terrain qu'on a faites dans le cadre des travaux des 14 dernières années. Des travaux d'amendement pour compenser pour la perte de masse organique avec des apports de saule et de miscanthus achetés à l'externe ou produits sur des terres louées. Alors, deux échelles de prix ici. Le scénario de simulation fonctionne avec des tonnes achetées à l'externe. Des scénarios où est-ce qu'on planterait des petites haies de saule aux 6 ans pour améliorer le drainage et réduire l'érosion. Pourquoi? Parce qu'on s'est aperçu que cette méthode-là était très efficace pour améliorer le drainage. Il faut les couper après un certain temps pour pas que les racines envahissent le système de drainage. Mais en même temps, c'est une façon très efficace là, d'améliorer les choses par rapport à d'autres pratiques de drainage, du redrainage ou voyons, des tranchées drainantes qu'on a essayées. Ben, celle-là est particulièrement efficace. Fait que c'est un des scénarios qu'on propose ici. Une restauration des sols minces, parce qu'on verra qu'il y a des sols, une fois qu'ils sont amincis, ils ont une matière organique qui est récalcitrante. Et puis, comme on restructure un substrat tourbeux pour la production en serre, par exemple, en y ajoutant des amendements grossiers, bon, on pourrait, dans ce cas-là, s'en servir lorsqu'ils sont maintenant rendus impropres à la culture pour implanter du saule ou du miscanthus, où la production de biomasse va, par le système racinaire, reconstruire une partie du sol, mais aussi par la biomasse produite dans la partie aérienne, permettre une application annuelle d'un tonnage à l'hectare qui va compenser pour la décomposition, permettrait à ce moment-là d'avoir un système avec des rotations longues qui permet de préserver les sols organiques. Également, une restauration, un scénario, on va parler d'intervention spatialisée, c'est-à-dire que dans ce cas-là, on va affecter des ressources à caractériser dans les zones de sol les endroits les plus sensibles, parce qu'on s'aperçoit qu'on pourra obtenir 80 des effets bénéfiques avec à peu près 50 des interventions sur les surfaces. Donc, un gros facteur de prix qui est important à considérer. Et puis, on va revenir sur l'irrigation, parce que dans les travaux précédents des années 2005 à 2013, on a beaucoup étudié ici, on a beaucoup ajusté les scénarios d'irrigation, puis on a eu des gains de productivité importants dans ce cas-là. Il faut comprendre, ici, l'idée, c'est de voir dans quelle mesure, en ajustant l'irrigation, on arriverait pour compenser pour la détérioration de la structure du sol et la perte de hauteur, puis à ce moment-là, aller chercher des gains de productivité en spatialisant l'irrigation. On va voir quel est le facteur associé ici. Alors, quelques diapositives pour vous montrer des engrais verts implantés. La croissance est très rapide. Alors, ça, de mémoire, je pense que c'était, je sais pas si c'était du seigle d'automne. Alors, il y a du seigle il y a différents types d'engrais verts qui ont été étudiés. Les petites haies de saule ici qui sont espacées en fonction, évidemment, des machines de récolte et des semoirs, et puis qui sont taillées périodiquement pour éviter une croissance excessive. Puis après ça, finalement, arrachées là, après X années de culture. Alors, nous, on a travaillé sur des scénarios de 2 à 4 ans d'arrachage, mais maintenant, par calcul, on arrive à la conclusion que l'optimum serait après 6 ans de croissance, à la condition, évidemment, que ça n'envahisse pas les drains. Les scénarios d'amendement de production et d'amendement de biomasse, c'est soit en servant des haies de sol ou soit en servant de zones de rotation longue, donc des sols trop minces maintenant, qui vont en production et puis qui sont récoltés aux 3 ans, dans le cas du saule, à l'automne, ou qui sont récoltés annuellement à l'hiver, dans le cas du miscanthus, pour être broyés et épandus sur les surfaces. Alors ça, c'est Jacinthe Dessureau-Rompré, notre prof de conservation des sols à l'Université Laval, là, qui travaille sur ces scénarios-là et puis qui va continuer de travailler là-dessus au cours des prochaines années. Alors, le paysage devrait ressembler, le pédopaysage, en fait, devrait ressembler à quelque chose comme ceci avec la mise en place de pratiques de conservation. Bien, évidemment, sur les sols maintenant d'une hauteur moyenne de peut-être 1 mètre, on retrouvera évidemment des petites haies de saule avec des systèmes racinaires pivotants. Dans le cas de sols trop minces, ils iront en rotation longue pour une reconstitution du sol. Et puis, évidemment, la récolte périodique de la biomasse aérienne servira à amender les sols pour soit leur redonner de la hauteur ou maintenir celle existante, puis éviter à ce moment-là la perte de hauteur trop importante. Alors,
Maintenant, on va regarder quelles sont les conséquences financières. Alors, je ne veux pas passer en détail ces coûts-là. On les a beaucoup. On a eu un étudiant en agroéconomie qui s'est essentiellement concentré sur ces coûts-là au cours de toute la durée du projet. Puis on a un étudiant en maîtrise qui complète maintenant ces scénarios-là. Alors, c'est donc basé sur des chiffres recueillis sur place avec des montants réalistes. Les pertes de conduite hydraulique saturée aussi et les pertes de capacité de drainage sont basées sur les inventaires des 14 dernières années. Fait qu'on a une bonne idée des pertes associées là-dedans. Et puis, pour ce qui est de la biomasse, ben, on a élaboré différents scénarios basés soit sur des achats de terre, une production sur les surfaces minces ou une production sur des parcelles en location, l'achat de biomasse sur boisé privé. Alors, ici, on s'aperçoit que les tonnes peuvent les coûts à la tonne peuvent être très variables selon les sources d'approvisionnement, mais dans les scénarios qu'on présente ici, ben, on se base essentiellement sur un achat à 120 la tonne de la biomasse, OK? Sachant que le coût de production peut osciller entre 80 à 160 selon les scénarios retenus. Alors, si on regarde maintenant, on va avoir 3 types de graphiques qu'on va présenter en rafale. Un 1er où est-ce qu'on a le revenu brut moins les dépenses de conservation. Ça fait qu'on peut voir l'impact sur la marge brute. Alors, en fonction du temps, on s'aperçoit que sur une ferme actuelle, la ferme typique de 150 hectares, ben, dans ce cas-là, qui produirait juste de la laitue, ben, dans ce cas-là, on va avoir une perte graduelle de production. Et c'est associé à 2 choses, la perte de hauteur et également l'érosion éolienne, mais la perte de hauteur et puis l'augmentation de la compaction, qui vont amener des pertes finalement de productivité sur l'ensemble des surfaces et donc une chute des revenus. OK. Alors, ça maintenant, c'est la deuxième figure, c'est l'impact sur la valeur foncière de la terre. Alors, on s'aperçoit qu'elle va chuter parce que la terre va avoir une perte de hauteur. Alors, il y a une proportion des sols qui vont passer en sol mince. Et puis, finalement, le prochain scénario, oups. Et puis le prochain scénario, ça va être évidemment l'impact sur le profit net, qui lui aussi va chuter parce que vous avez une perte de hauteur de sol. Alors, maintenant, le plan d'action, bien, évidemment, au niveau des mécanismes qu'on a identifiés, bien, on s'aperçoit que la gestion de l'eau va y jouer un rôle fondamental. Pourquoi? Parce que grâce au contrôle de nappe, grâce à l'irrigation, c'est là qu'on va être capable de contrôler l'érosion éolienne. Évidemment, ça a un coût. Les améliorations de drainage vont être nécessaires pour compenser pour le compactage et le tassement. Le contrôle de nappe va venir diminuer le tassement, puis peut-être la sensibilité au compactage. Alors, il faut comprendre qu'il y a certains investissements qui ont été présentés précédemment qui sont associés à la mise en place de méthodes de lutte. Mais ça veut dire qu'au niveau de cette région-là, il y a tout un enjeu parce qu'on tombe déjà en conflit d'usage dans certaines zones pour s'assurer qu'on a un approvisionnement en eau suffisant pour mettre en place ces pratiques-là. Alors, dans les scénarios, évidemment, on va commencer par le plus simple, un scénario, le scénario actuel qui va être appelé un scénario avec engrais vert à 200 par hectare par année sur 80 des surfaces, parce que parfois les récoltes sont trop tardives pour permettre l'implantation correcte d'un engrais vert. Alors, c'est pour ça qu'il y a un 20 environ de surface qui reste non protégée. Alors, on s'aperçoit que dans ce cas-là, scénario actuel baisse donc des revenus bruts. Si on met un engrais vert, évidemment, il y a également une baisse des revenus bruts, moins les dépenses de conservation. Mais il y a un maintien de valeur plus élevé. Pourquoi? Parce que vous avez moins d'érosion éolienne. Donc, vous conservez vos hauteurs plus longtemps sur la durée de la période de production. Si vous regardez au niveau de la valeur foncière, bien, vous allez continuer à avoir une chute de la valeur foncière parce que vous ne rajoutez pas de biomasse complémentaire à cause de la décomposition. Et puis finalement, si on regarde du côté maintenant du profit net, on s'aperçoit qu'au début, vous dépensez plus d'argent parce que vous devez faire un investissement pour mettre en place des engrais verts, mais à l'intérieur de peut-être 8 ans, ben, il y a un effet compensatoire qui se met en place parce que vous avez réussi à conserver plus de hauteur et donc plus de production, ce qui fait en sorte que maintenant, en fin de course, bien, sur une échelle de 20 ans peut-être,
une échelle d'investissement de 20 ans pour l'achat d'une terre, par exemple, mais vous allez avoir conservé, vous allez avoir des profits nets plus élevés que si vous laissez aller les choses. Deuxième scénario, c'est un scénario incrémental, c'est-à-dire qu'on a le scénario 2 qui est un engrais vert, plus des amendements. Alors là, on cherche à compenser pour la perte de biomasse, la décomposition. Et ça va demander environ 15 tonnes. Maintenant, on est en train de revoir ces chiffres-là à la baisse. Là. On serait plutôt entre 10 et 15 tonnes, peut-être idéalement plus du côté de 10 tonnes, parce qu'on observe une certaine immobilisation à 15 tonnes après des applications répétées. Et évidemment, ça demande un bon investissement. Alors, tout de suite, les revenus bruts, moins les dépenses de conservation vont chuter parce que vous devez vous rajouter de la biomasse, vous l'achetez à l'externe. Mais arrive un jour où finalement, le maintien de la productivité, parce que vous maintenez la hauteur de sol, va venir compenser. Et là, ça va prendre peut-être une quinzaine d'années avant de se matérialiser. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'en termes d'actifs, la valeur foncière du fonds de terre est maintenue. Au lieu d'avoir fait face à une chute de 2 millions à peu près à toute fin pratique en termes de valeur foncière. Donc, vous avez conservé une certaine partie il y a un 2 millions de dollars qui est un montant caché à quelque part qui est récupérable éventuellement. Troisième scénario, dans ce cas-là, c'est le scénario d'amendement plus des haies de saule. Alors là, dans ce cas-là, ce qu'on va observer, c'est que par rapport si on regardait le revenu brut dans les scénarios précédents, malgré le fait qu'on amende, on continue à avoir une baisse. Et pourquoi on continue à avoir une baisse? C'est qu'on ne venait pas contrecarrer la densification, la couche compacte, le sol continue à se décomposer. Alors, on continue d'avoir une couche compacte qui va limiter le drainage et qui va affecter la productivité. Alors, c'est en venant améliorer le drainage que là, on s'aperçoit que, oups, là, il va y avoir des augmentations de productivité qui vont être observées en fonction du temps, malgré des dépenses initiales plus importantes. Alors, assez rapidement, il y a des gains de productivité qui viennent compenser là, pour l'investissement nécessaire pour améliorer le drainage avec l'implantation de ces petites haies de saule-là. Ce qu'on remarque au niveau de la valeur foncière, là, ça ne change rien. La valeur foncière est maintenue à toute fin pratique parce qu'on n'associe pas nécessairement une valeur foncière accrue au drainage amélioré parce qu'il est difficile à quantifier, sauf sur la bonne parole. Et puis au niveau du profit net, bien, évidemment, on vient tomber en négatif dans ce cas-là, des investissements importants, mais à l'intérieur d'à peu près peut-être une douzaine d'années, on retourne au même niveau de profit net que ce qu'on avait dans le sol initial. Là, et puis en fin de course, on se retrouve avec des profits nets plus élevés que ce qu'on aurait si on laissait aller les choses. Alors, prochain scénario, dans ce cas-là, on a parlé d'un 16 de sol qui était rendu trop mince et puis dans lesquels, une année sur deux, finalement, d'après ce qu'on sait des producteurs, on va perdre la culture qui est mise en place. Donc, ça va générer des pertes dans ces cas-là. Alors, là, on les affecte à la production de biomasse pour peut-être une période de 15 à 20 ans, pour éventuellement les remettre en culture. Alors, mais dans ce cas-là, évidemment, on perd un volume de production. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Bien, au début, évidemment, en termes de revenus bruts et de dépenses de conservation, on va avoir une perte. Mais lorsque graduellement on va les remettre en culture, c'est là qu'on va avoir des revenus bruts qui vont être augmentés parce qu'on a des nouvelles surfaces sur lesquelles c'est maintenant permis de produire. Alors, dans ce cas-là, évidemment, c'est un scénario qui coûte de l'argent parce que vous perdez des surfaces et vous faites un investissement dans la plantation, mais éventuellement, c'est un investissement qui se récupère. Et puis, il y a une amélioration de valeur foncière parce que là, dans ce cas-là, évidemment, on a des surfaces qui étaient trop minces, 16 des surfaces qui deviennent maintenant redeviennent des zones de production. Et au niveau des profits nets, quand ils sont remis en culture, il y a une augmentation des profits nets parce que ce sont des sols avec des zones, des paramètres de production maintenant où est-ce que la densité est moins importante, il y a plus d'aération, puis on peut retourner dans la zone de profit avec ces surfaces-là. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'au niveau du profit net, c'est maintenant autour d'à peu près 6 à 7 ans qu'on va retourner au même profit net que le scénario dans lequel on laissera aller les choses. Malheureusement, souvent, on ne considère pas l'ensemble de l'horizon d'investissement dans les prises de décision. Et puis, des fois, on est lié aussi à des problèmes de liquidité
annuel, de telle sorte qu'on se retrouve souvent à prendre des décisions ici où est-ce qu'on veut limiter la dépense et on voit toutes ces pratiques de conservation-là ne pas être mises en place parce qu'on pense que tout simplement, on sous-évalue l'impact qu'elles auront à long terme. Bon, je vais parler maintenant d'interventions spécialisées parce que dans les travaux qu'on fait, évidemment, on caractérise puis on recommande des interventions sur certaines zones seulement parce qu'on s'aperçoit qu'il y a peut-être des fois à peu près 50 de ce qu'on voit très bien pour le drainage. De toute façon, 50 des surfaces en ont vraiment besoin. Et là, le fait on fasse des investissements en caractérisation des sols pour mesurer les paramètres de drainage, par exemple, mesurer les paramètres d'aération, bien, ça fait en sorte que la période de récupération de l'investissement est beaucoup plus rapide. C'est un impact très important qui est observé là, qui fait en sorte qu'en quelques années, les décisions prises vont être meilleures puis vont rapporter plus rapidement. Alors, ça aussi, c'est un scénario incrémental dans lequel on fait toutes les autres pratiques, mais au lieu de dire on en fait partout, on en fait juste sur une portion des surfaces, de telle sorte que l'investissement est rapidement récupéré et qu'éventuellement, ben, la valeur foncière, ça va changer à toute fin pratique à peu près rien. Mais par contre, en termes de profit net, ben, là aussi, on va voir les profits nets être augmentés parce qu'il y a une réduction des dépenses observées. On va maintenant parler de l'irrigation parce que de l'observation des producteurs, pour eux, ça a été un investissement très rentable. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on va faire de l'irrigation? Est-ce qu'on va réussir en spatialisant l'irrigation à dire, bien, il y a certains travaux de conservation qu'on n'aurait pas besoin de faire et puis ben, en spatialisant l'irrigation, on va aller chercher des gains de rendement aux endroits où c'est plus compact, par exemple, mais des fois, ce ne sera pas toujours possible. Puis d'après ce qu'on évalue, c'est qu'au départ, évidemment, si on investissait pour rendre l'irrigation, la spatialiser, puis ben là, dans ce cas-là, au début, c'est des investissements importants qui vont être récupérés graduellement, mais ça reste quand même des scénarios où est-ce que les revenus bruts, éventuellement, vont être plus élevés. Puis ça correspond à ce qu'on a observé dans les premières années de ce projet-là. La valeur foncière va être à toute fin pratique inaffectée. C'est de l'équipement, en fait. Et puis, par contre, le profit net d'entreprise va augmenter de façon importante. Et là, évidemment, euh, les gens vont se dire: «Ah, ben dans ce cas-là, ben, je vais juste irriguer, puis ça va être mieux que mettre en place des pratiques de conservation». Ben, on a produit le scénario aussi où est-ce qu'on laissait tout pareil, mais on faisait juste essayer de dire: «Bon, ben, quand c'est trop mince, je vais irriguer plus fréquemment, puis je vais mettre des doses moins importantes». Alors là, qu'est-ce qui se passe? C'est que les sols, ils continuent à se compacter, ils continuent à se décomposer et éventuellement, ben, évidemment, là aussi, vous allez être dans un scénario baissier en termes de profit net. Et puis, c'est beaucoup plus intéressant, c'est ce qu'on voit avec la courbe en bleu ici, alors que la courbe en vert, dans laquelle vous mettez en place vos pratiques de conservation et vous gérez l'eau de façon à vous en servir aussi pour lutter contre l'affaissement du sol, mais pour lutter aussi contre l'érosion éolienne, ben, c'est de loin le scénario qui est le plus payant à long terme. Alors maintenant, évidemment, quels sont le plan d'action? Ça a des coûts de tout faire ça, comme on l'a vu. Alors actuellement, ben, ce qui est recommandé pour les producteurs qui ont participé à ce projet-là, et puis pour d'autres peut-être qui voudraient aller dans cette direction-là, ben, c'est de continuer les études de caractérisation. Pourquoi? Et ça veut dire de mesurer un ensemble de paramètres associés à la santé des sols. Pourquoi? Parce que si on veut prendre une décision, évidemment, on ne gère pas ce qu'on ne mesure pas. Ça fait que s'il y a pas, on ne sait pas ici si la conduite hydraulique est suffisante, si le niveau d'aération est suffisant, ben, c'est très difficile. Le risque, c'est qu'on draine alors que ce n'est pas nécessaire ou qu'on n'amende pas alors que ça serait nécessaire, qu'on ne détecte pas une couche compacte. Ça fait qu'à ce moment-là, il y a des conséquences financières importantes. Prendre des outils d'optimisation. On est à l'ère de l'agriculture de précision, on est aussi à l'ère de la conservation des sols de précision. C'est le sens de l'intervention localisée. Alors, dans ce cas-là, on a 3 ou 4 décisions à prendre. Puis, comme jeune agronome, nous, on apprenait à diagnostiquer élément par élément. Ben, on n'est plus à ce niveau-là maintenant. Les décisions sont tellement complexes à prendre, les calculs beaucoup plus difficiles. Ben, à ce moment-là, on se sert de structures logicielles, de modèles d'aide à la décision pour essayer de guider nos interventions. Puis à ce moment-là, ben, c'est évidemment, ça veut dire de ne pas hésiter à faire appel à des services spécialisés ou pour les agronomes intéressés à graduellement bâtir une expertise spécialisée dans l'intervention parce que l'impact financier est très important. Euh,
Bon, évidemment, ça veut dire aussi, les caractérisations sont importantes parce qu'il y a des endroits, ça va nous permettre aussi d'évaluer des profils de compaction, savoir à quel endroit c'est nécessaire d'implanter des rotations longues, de faire du sous-solage, de peut-être mettre en place des tranchées donnantes. Ça va vouloir dire remettre en place des contrôles de nappe. Puis il existe maintenant différents outils. Le nouveau guide de drainage fait référence maintenant. Il y a toute une section sur les sols organiques et il y a un nouveau guide sur les brise-vents qui vient de sortir. Ça fait qu'il y a quand même un ensemble d'outils qui sont maintenant disponibles pour pouvoir intervenir. Quelques mots sur la caractérisation. Il y a de moins en moins de laboratoires. Beaucoup de laboratoires disent ne pas être intéressés à offrir les services, même si on les a sollicités. J'étais le premier à en solliciter en début de projet, là, sans trouver de parties intéressées à le faire. Pourquoi? Parce que dans différentes études, dans différents sondages qu'on a menés, ben, les gens considèrent en général qu'on ne veut pas payer plus qu'environ 25 à 40 l'hectare une fois aux 3 ans pour faire caractériser les sols, parce qu'on ne voit pas vraiment les bénéfices qu'on pourrait en retirer. Et alors ça fait en sorte que les coûts d'opération étant nettement plus importants, ben, c'est très difficile d'avoir une offre de service là, dans ce secteur-là. Juste pour illustrer le propos, ben, juste au niveau du projet, par exemple, en conservation des sols, ben, ici, c'est 11,2 millions qui ont été consacrés à la conservation, 2,5 millions ont servi à la caractérisation, puis 1,5 à l'intégration des informations dans un plan virtuel dynamique de gestion et de conservation pour être capable d'optimiser en fait le processus décisionnel, puis de faire de l'intervention localisée. Mais pour illustrer, là, ben, ça représente environ 320 l'hectare par an dans l'ensemble du projet. Alors, on s'aperçoit qu'on est très loin des sommes que le marché est prêt à offrir, en fait, pour des services dans ce sens-là. Évidemment, nous, on en fait beaucoup plus que nécessaire parce que c'est à des fins de recherche. Alors, c'est difficile d'avoir peut-être une comparaison représentative, mais c'était juste pour avoir un chiffre réaliste parce que là-dedans, il n'y a vraiment aucun profit, là. Et puis, un plan de drainage, ben, ça va coûter 250 à 370 par hectare. Si vous rajoutez la caractérisation, vous rajoutez un 250 l'hectare. Alors, on parle à peu près de 500 par hectare, mais là, qui est fait une fois pour 20 ans, mais pour alimenter une décision de peut-être 3 500 par hectare. Fait qu'il faut quand même être conscient que c'est pour prendre des décisions comme ça, ben, il y a peut-être un investissement qui est nécessaire, puis il ne faut peut-être pas nécessairement le voir comme une dépense. Pour réduire ces coûts-là, bien évidemment, le plan d'agriculture durable offre dans certaines régions un soutien aux utilisateurs qui pourrait aller jusqu'à 2 500 par an par client dans certaines régions. Et puis, si on veut réduire les coûts, bien, on a fait certaines suggestions à ceux de nos partenaires qui vont continuer dans ce sens-là. Bien, évidemment, ça va être de maintenir des technologies de mesure. Ça veut dire on utilise un différentiel GPS, des capteurs de niveau de nappe, des mesures de quantité hydraulique saturée. Ça fait qu'il y a des outils qui existent sur le terrain pour faire ces choses-là qui sont disponibles. Mais c'est de coupler aussi, de raisonner la conservation des sols avec toute la question de la gestion de l'eau, de façon à revoir un peu le drainage pour être en mesure de retenir puis de piéger l'eau des précipitations. Parce qu'on va avoir besoin de l'eau là-dedans et on est dans une zone où est-ce que le conflit d'usage devient de plus en plus fréquent. Et ça va vouloir dire de travailler de concert avec les producteurs de sols minéraux. Pourquoi? Parce que les terres franches sont les sols qui permettent l'alimentation de la nappe profonde et les producteurs maraîchers doivent s'alimenter dans de l'eau de puits pour irriguer les cultures. Ils ne peuvent pas prendre de l'eau de surface dans ce cas-là parce que c'est des normes, c'est des questions de normes sanitaires. Et puis, évidemment, ça veut dire de continuer la recherche sur l'optimisation. Nous, on a commencé, c'est donc un embryon, mais il y a des projets qui se continuent avec Jacinthe Dessureau-Rompré, Nicolas Leflèvre, Thiago Gumière, là, sur évidemment d'autres chercheurs aussi, Agriculture Canada, que je nomme pas, là, qui continuent dans cette dynamique-là. Regardez aussi ce qui sera disponible du côté des programmes de plantation des arbres, parce qu'il y a des crédits de carbone qui peuvent aller chercher, soit sur les brise-vents ou soit pour les rotations longues. Alors, essentiellement, dans la chaire, qu'est-ce qu'on va avoir fait? On va avoir fait l'inventaire de départ de caractérisation. Maintenant, certains l'ont déjà de toute façon, mettent en place des scénarios de recirculation, de répartition de l'eau parce que l'eau va être un des facteurs de lutte de préservation en fait des sols.
On a travaillé à comprendre et quantifier les facteurs de dégradation. Ça fait qu'il y a 8 thèses doctorales, en fait, qui finissent dans la prochaine année et demie, qui vont porter sur ces facteurs-là, donc qui vont donner de l'information complémentaire. On a élaboré un arbre décisionnel pour la diagnostic et la recommandation dans les sols organiques. Et maintenant, les producteurs, au cours des prochaines années, vont commencer à mettre en place un plan de conservation, différents itinéraires agronomiques de conservation qui vont commencer à évoluer. Et dans le cas où à évaluer, et dans le cas où ils ne seraient pas partants dans un projet de recherche, ils pourraient le faire par eux-mêmes. Et un des objectifs, évidemment, ça va être, en mettant en place ces stratégies de conservation-là, ça va être de vérifier aussi l'efficacité des recommandations et puis de faire des suivis périodiques pour voir dans quelle mesure les interventions ont porté fruit. Alors, juste pour terminer, les recommandations, en fait, c'est important d'agir tôt pour maintenir la valeur foncière et la productivité. Les scénarios avec engrais verts, les amendements, les petits têtes de saule maintiennent la valeur foncière et améliorent la productivité, mais on s'aperçoit que la spatialisation génère des augmentations de profit net importants et puis que c'est payant d'agir tôt. Mais par contre, ça va vouloir dire de maintenir des ressources humaines dédiées, notamment à des relevés de terrain, mais aussi à la mise en place du plan de gestion pour faire les suivis annuels, générer les recommandations et faire les suivis. Et ça va vouloir dire qu'ils maintiennent des technologies appropriées, GPS, niveau de nappe, mesure de conduite hydraulique saturée, courbe de rétention, pénétromètre, etc. La gestion de l'eau va jouer un rôle fondamental, puis dans ce cas-là, tout ce qui s'en vient sur l'utilisation de l'eau dans cette région-là est important. Pour conclure, c'est hautement bénéfique, on l'a vu dans une des diapos, à court terme, de mettre en place de conservation, donc ça veut dire agir tôt. Ça va permettre de maintenir les profits nets sur l'horizon d'investissement. Et puis, l'augmentation de productivité totale demande toutefois des investissements importants dans l'amélioration des sols minces qui vont se traduire par une augmentation de valeur foncière en production des profits nets de l'entreprise. Fait que j'aimerais vous remercier pour l'invitation de ce matin. Ça me fait plaisir de partager ces résultats-là, mais évidemment, remercier toute l'équipe de recherche là, qui a fait un travail colossal là-dedans, puis nos partenaires, évidemment, qui ont beaucoup collaboré au niveau technique puis au niveau financier, ainsi que le CRSNG. Fait que merci beaucoup à tout le monde. Bien, merci beaucoup, M. Caron. C'était très intéressant. Et puis, on a quand même quelques questions. Alors, on va pouvoir passer tout de suite là, à la période de questions. Puis, peut-être qu'il va en rentrer d'autres aussi en cours de route. Fait que, je vais y aller avec la première question. C'est dans le fond, vous avez présenté, en début de présentation, vous avez comme présenté une carte avec les différents sols. Je ne me souviens plus exactement de la région, là. Puis avec le pourcentage de 0,60, tout ça, mais il y a quelqu'un qui se demandait si cette carte-là, elle serait disponible quelque part ou ça. Oui, en fait, je vous réfère à la thèse de Raphaël Deragon à l'Université Laval. Alors, bon, elle devrait être, je ne sais pas si elle est déjà disponible en ce moment, mais ça va être dans les prochaines semaines, prochains mois, là, selon l'organisation du travail des semaines à venir. Mais ça, c'est sur le site de l'Université Laval Oui, que le c'est site. publié? Oui, OK, alors c'est du domaine public. Évidemment, OK. les producteurs là-dedans, dans ce projet-là, ils ont payé 6 millions hein, de leur propre Mmh. poche dans ces projets-là. C'est quand même un investissement considérable sur 11 millions, mais il y a 4 millions qui viennent de fonds privés, ce qui nous oblige à libérer les résultats, en fait, les rendre OK, publics. Évidemment, dépersonnalisés. Là. On n'a pas les noms par OK. entreprise là-dedans, mais on a les cartes régionales après une période d'une année. Là. Ça fait que c'est ce qu'on commence, au fur et à mesure que les thèses deviennent disponibles, elles permettent de transférer l'information. C'est pour ça aussi que j'ai la permission de donner cette présentation-là aujourd'hui. OK. Ben merci. Ben justement, en lien avec ça, quand vous dites que les producteurs étaient un peu comme partie prenante de tout ce projet-là, puis là, vous avez apporté des solutions, mais vous avez montré aussi que ça prenait quand même un certain nombre d'années, des investissements et tout ça. Ça a été quoi la réaction? Je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir ça déjà avec les producteurs, mais de la réaction des producteurs, parce qu'il y a quelqu'un dans le chat qui s'inquiétait d'un producteur, mettons, qui n'aurait pas de relève. Puis là, il dirait, ben là, ça ne me donne rien d'investir parce que je n'ai pas personne pour prendre ma relève, par exemple. Et c'est le gros facteur, en fait, la relève. Souvent, des gens ont signé parce que, il y a
il y a des entreprises et ils signent un investissement de n'importe où entre 1/4 à 1 million là, dans ce projet-là, là. C'est selon la taille d'entreprise. Fait que c'est sûr, ceux qui ont des relèves, ils le faisaient pour leurs enfants. Dans certains cas, c'est les enfants aussi qui voulaient s'assurer, c'est la relève qui voulait s'assurer qu'il y ait un avenir à la terre. Fait que, il y a des entreprises qui ont je ne peux pas donner les détails là, évidemment, mais c'est clair qu'il y a des entreprises qui se sont déjà organisées pour migrer ça. Puis actuellement, on réfléchit avec le CLD le PELI, en fait, dans la région de Napierville, à mettre en place un service conseil là, qui serait local, donc constitué de ressources locales qui pourraient aider les producteurs à conserver leurs terres dans ce cas-là. Là. Fait que c'est, mais actuellement, on est à l'étape de réflexion, planification. Mais c'est clair qu'il y a un intérêt là, là-dedans. Là. C'est pas, c'est merci, bonjour, on a financé des travaux. Les gens veulent survivre, puis ils ne voient pas comme leur entreprise leur tienne à cœur. Puis c'est sûr qu'ils ils ne consentent pas au divorce avec la terre, là, si on peut s'exprimer ainsi. Ça leur tient vraiment à cœur. Puis c'est vraiment très beau de voir ça. Là. Bon, ben, tant mieux, tant mieux. C'est ça que je me posais comme question en voyant les chiffres. Une question un petit peu plus technique, là. Il y a quelqu'un qui demandait, le saule a une capacité de reprise très grande. Est-ce que le fait de le couper après un certain temps, souvent tu conseillais 6 ans, est suffisant pour empêcher les racines d'investir le champ? Bonne question. À date, on a implanté des head-sols 2 à 4 ans, puis avec un labour, puis avec en fait on le passe à là, vous êtes obligé de le passer avec une débroussailleuse, là, puis ou même avec une tronçonneuse parfois. Puis après ça, vous avez des déchiqueteurs comme le long des fossés, là, tu sais, qui vont le déchiqueter. Puis après ça, ils ont passé ils appellent ça la coune, là, ben, c'est un OK. rotoculteur vertical, OK? Ça fait qu'il passe un rotoculteur vertical. Avec ça, jusqu'à 30 centimètres, on a réussi à empêcher la reprise, là. Fait que ça a quand même été très efficace. Et ce qu'on a constaté, c'est que le système racinaire en dessous réussissait à maintenir le drainage à des propriétés très près des capacités de drainage initiales, même après 3 ans, 4 ans. On continue de le mesurer. Ça, c'est très intéressant parce que si on fait un sous-solage, on a essayé un sous-solage superficiel, par exemple, mais avec des sous-solages superficiels, on n'a jamais eu une efficacité comme ça, là. Ça, c'est clair, hein. Fait que c'est quand même intéressant de voir ça. Puis c'est logique parce que c'est des systèmes racinaires ligneux. Ça fait que des systèmes racinaires ligneux, en absence d'oxygène, en profondeur, ben, vont se décomposer, mais très lentement. Ouais. Ben, merci pour, l'éclaircissement. Alors, il y a quelqu'un qui demandait, par rapport à vos modèles que vous avez tous montrés, là, est-ce que ça tenait compte des scénarios climatiques? On entend beaucoup parler des changements climatiques et tout ça, là. Il dit: «Ça peut Ouais. avoir un impact sur les résultats en lien avec les changements climatiques prévus, précipitations, sécheresse». Est-ce que c'était déjà mis dans les modèles ou? C'est une préoccupation, tout le monde l'exprime. Ce qu'on a vu, c'est que les précipitations d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles on a mis beaucoup l'accent sur le drainage. Parce que les systèmes de drainage ont été conçus avec, d'abord, ils ont été conçus un certain nombre d'années. Deuxièmement, avec l'augmentation de la couche compacte, on s'apercevait que le drainage devenait problématique, mais c'est aussi avec l'augmentation du rythme des événements extrêmes. Puis en début de projet, aussi simple que ça, là, des années 2005-2007, on avait des pluies qu'on observait une fois ou 2 ans. Maintenant, dans les dernières années, on les a observées 4 fois par année. Et ça veut dire que le système de drainage qui avait été conçu à l'époque avec les anciens paramètres de pluie, ben maintenant doivent être revus. Ça fait qu'il y a une densification du système de drainage. Puis à un moment donné, la densification, le doublement des drains atteint ses limites. Il faut penser à lutter en même temps contre le développement de la couche compacte. Et puis, ça fait que les extrêmes climatiques là-dedans, c'est clair ils sont venus affecter carrément le projet. Puis l'étude du drainage s'est faite en fonction de cette accélération-là, en fait, ces modifications-là de la période de récurrence de pluie, là. OK, fait que finalement, raison de plus pour agir parce que ça ira pas mieux dans le Ben, futur. ça va juste, on ne veut pas être défaitiste non plus. Il y a quand même, Ouais. ça fonctionne, là, puis l'économique passe, on le voit, là. Mmh. Ça, en soi, c'est déjà très encourageant. Mais il faut changer notre horizon de vision du pas annuel au pas de l'horizon d'investissement de 20 ans. Parce que quand vous achetez une terre, vous faites quoi? Vous la financez sur 20 ans, hein. Tu sais, ça fait qu'essentiellement, fait que normalement, on devrait regarder sur 20 ans vers où on veut être dans 20 ans, puis raisonner en même temps de cette façon-là. Et ça change un peu les stratégies.
OK. Il y a quelqu'un qui, pose une question par rapport aux, interventions spatialisées. Il dit: «Par 50%, vous voulez dire sur 50% des superficies en culture?» J'ai manqué un petit bout. Oui, c'est exactement ça. C'est qu'on réussit à avoir 80 des effets sur 50 des inter c'est un chiffre, c'est une approximation de travail, OK? OK. Mais si on regarde du côté du drainage, c'est à peu près ça qu'on a. On a 53 dans les terres franches, on a à peu près, on a 50 aussi des sols qui sont trop compacts à 80, à peu près c'est-à-dire à 30-40 centimètres, qui demandent une révision de l'espacement de drainage. Mais fait que ça veut dire qu'il y a quand même des zones où est-ce qu'on pourrait faire le travail, puis il y a d'autres zones où est-ce qu'il n'y a pas besoin de redrainer, par exemple. Ben, vous allez sauver quand même des coûts importants, là. Mais si vous voulez prendre ces décisions-là, il faut quand même aller mesurer à différents endroits puis savoir c'est où que c'est compact puis c'est où que ça ne l'est pas. Ça fait que souvent, nous, on passe avec un pénétromètre pour avoir une. Et puis, on passe avec un VERIS pour aller chercher les zones à contraste, les zones qui présentent des contrastes importants, donc la structure spatiale. Et c'est là qu'on va prendre une décision. Finalement, ben, on s'aperçoit que c'est la partie d'entrée au champ qui présente des problèmes de compaction. Mais ça ne donne rien de faire des travaux partout s'il y a juste le tiers de la surface. Mmh. En érosion, c'est un peu la même chose. Il y avait une ferme dans la région qui avait été suivie, puis on s'apercevait qu'on réussit à réduire de 80 l'érosion avec une intervention sur 10 de la surface. C'était vraiment juste une zone qui était très sensible, puis qui générait la majeure partie dans ce cas-là, de la contamination. Ça fait que c'est des scénarios comme ça, mais il faut, si on veut faire ça, il ne faut pas y aller avec une recommandation à l'échelle du champ, mais une recommandation à l'échelle locale, localisée. Bien, merci. On a eu quelques questions là, sur les saules, là. Il y en a qui se demandaient s'il y avait des espèces de saules, qui étaient plus recommandées. Je ne sais pas si dans votre étude, vous avez essayé plusieurs sortes ou Je n'étais pas un spécialiste. La personne à qui, oui, si vous m'envoyez la question, je vais demander à Jacinthe Rompré. C'est vraiment elle qui s'occupait de ce volet-là. Puis c'est elle. OK. Mais c'est clair que c'est des hybrides, là. C'est des hybrides à croissance rapide. Puis avant d'identifier le saule Miscanthus, il y a toute une étude qui a été faite, puis c'est Jacinthe qui l'a vraiment. Et les résultats sont publiés, où est-ce qu'on a regardé la biostabilité. Ça fait qu'on a regardé la quantité totale de biomasse produite annuellement, la facilité d'implantation, les maladies, etc. Mais après ça, la biostabilité, une fois qu'elle est déposée dans le sol. Alors ça, c'est les deux biomasses qui ont été identifiées, c'est pour leur tonnage, mais des biostabilités supérieures à 60. C'est-à-dire que l'année d'après, on retrouve encore 60 des résidus en culture. Et puis ça permet de gagner de la hauteur avec le temps, selon les tonnages, ou de ralentir au moins la perte de hauteur en fonction du temps. Sinon, on a des biomasses comme, par exemple, le sorgho, qui ont des forts tonnages, mais dont tous les effets, moins de 15 de biostabilité. Ça veut dire l'année d'après, il ne reste plus rien à toute fin pratique. Ça fait que ces biomasses-là ont été éliminées à cause de ça.